Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Présence. Le bio est entré dans nos cuisines et nos cantines. Serge Attia a bien intégré cette nouvelle donne et créé Proxydélis en 2013, spécialisé dans les produits bio pour la restauration collective, l'hôtellerie, le snacking ou encore la grande distribution. Serge Attia est un locavore convaincu qui a choisi de privilégier les circuits courts. Il est l'invité du goût d'entreprendre. Trois Français sur 4 mangent bio, selon un récent sondage BVA. Serge Attia, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Présence. Un grand plaisir. Vous avez 47 ans, jeune créateur d'entreprise. Vous avez lancé Proxydélis en 2013. Alors votre credo, c'est le bio près de chez nous, c'est bien ça? Tout à fait. Donc le bio, effectivement, aujourd'hui, les consommateurs attendent de plus en plus de proximité des produits. De la fourche à la fourchette, il faut qu'il y ait la plus courte distance. Pendant un temps, on a parlé du bilan carbone. Je dirais que clairement, personne n'y comprenait rien. À aujourd'hui, la distance, on revient à des notions de distance qui est une unité de mesure que tout le monde comprend. Donc aujourd'hui, avoir la plus courte distance entre la production et la consommation donne du sens à la consommation des produits qu'on fait un acte aussi citoyen et nous donne une responsabilité sociale et sociétale vis-à-vis du territoire dans lequel on est. C'est quelque chose qui est important, ça, pour vous. C'est dans vos valeurs. Extrêmement important, et c'est des valeurs, effectivement, que je cultive depuis de nombreuses années. Le mot cultiver est bien choisi, effectivement. Vous avez donc 47 ans, je le disais il y a un instant. Vous avez toujours travaillé dans l'agroalimentaire. Comment en êtes-vous venu à cultiver votre jardin ? Alors, je dirais qu'au départ, je n'étais pas du tout issu de ce milieu. Je dirais que c'est plutôt en 2000, à la naissance de ma fille, que j'ai pris conscience de l'importance qu'avait l'alimentaire, les produits alimentaires et la santé. Nous étions, ma femme et moi, consommateurs de produits bio. Et ma fille est née en pleine crise de la vache folle en 2000. Et on s'est demandé au moment de la mettre à la crèche qu'est-ce qu'elle allait pouvoir manger. L'agriculture biologique et les produits bio existaient dans les magasins, mais n'existaient pas dans les crèches. Et c'est de cette manière que, parti d'une feuille blanche, j'ai créé la première entreprise de France à ne proposer que des produits bio et que pour la restauration collective, avec une dimension pédagogique. Dimension pédagogique, c'est-à-dire que vous alliez expliquer aux responsables de cantine, aux directeurs d'établissement ? Tout à fait. Donc aussi bien moi-même que les collaborateurs que j'ai engagés, le terme engagé est important parce qu'il est important que les collaborateurs comprennent cette démarche et puissent la véhiculer. Pourquoi ? Parce que si vous mettez un ingrédient bio dans un plateau à un enfant, il ne va pas forcément comprendre la valeur ajoutée de ce qu'il va avoir. Par contre, en rajoutant des sets de plateau, des choses assez ludiques, des sets de plateau, des affiches, des chevalets de table, des serviettes, donc un certain nombre de supports, mais aussi en renforçant le message, en faisant des tests en aveugle, des petits QCM ludiques, en faisant gagner des petits lots aux enfants, eh bien, on leur explique tout ce que peut leur apporter l'agriculture biologique, mais au niveau, par exemple, environnemental, au niveau de leur santé, de leur équilibre, et de toutes les valeurs que peut véhiculer aujourd'hui l'agriculture biologique. Donc, ce n'est pas uniquement consommer bio pour consommer, c'est comprendre quel est le mode de production, qu'est-ce qu'il y a de différent. On ne veut pas en faire uniquement des consommateurs de produits bio, mais qu'ils soient avertis, qu'ils sachent de quoi ils parlent, qu'ils confondent par exemple pas un produit diététique à un produit bio. Alors donc vous avez franchi le pas, vous avez décidé donc de lancer votre entreprise. Vous étiez dans un domaine complètement différent, un domaine d'activité qui était lié à la finance, c'est bien ça avant? Absolument, j'ai été ma première entreprise, c'est une entreprise américaine qui s'appelle Dun & Bradstreet, donc une énorme entreprise de 60 000 salariés dans le monde. Avec d'autres valeurs pour le coup. Alors avec d'autres valeurs effectivement, mais liées au monde de la finance, puisque la spécialité était le crédit interentreprise et avoir des renseignements en fait sur les entreprises pour octroyer des crédits interentreprises. Ça a été difficile de franchir le pas, de sauter le pas, de passer d'un statut, j'allais dire, de salarié pour une entreprise mondialement connue au petit entrepreneur. C'est difficile à plusieurs titres. Premièrement, il faut savoir que vous quittez un confort
Faut aussi savoir que quand vous êtes salarié d'une grande entreprise, vous avez des salaires relativement confortables avec tous les avantages assortis, voiture de fonction, mutuelle et ainsi de suite. Et que quand vous quittez des grands groupes, vous êtes connu, ça veut dire qu'on continue à vous chasser. Donc il faut aussi résister à la tentation de ne pas repartir de nouveau salarié pour une autre grosse entreprise. Donc, ça veut dire, de conviction. Voilà, il faut énormément de conviction par rapport au projet. Donc là, c'était un projet qui me tenait à cœur, puisque lié à mes convictions personnelles, c'était un besoin de parents. Et je dirais que si je n'avais pas ce projet qui me prenait aux tripes, je dirais que très concrètement, j'aurais eu 10 000 occasions d'arrêter très rapidement. Ah, il fallait y croire très très fortement en fait. Il fallait y croire beaucoup et aussi à l'époque, on était en 2000, le métier d'entrepreneur n'avait pas encore les galons de confiance qu'on peut commencer à peine à avoir ces derniers temps. Et à l'époque, passer d'une belle carte de visite ronronnante avec les titres à rallonge à rien, parce que vous n'êtes rien. Voilà, quand on est, faut savoir qu'à l'époque, créateur d'entreprise, on n'était rien. Donc le temps de regagner entre guillemets un statut social, ça prend un peu de temps et je vous garantis que ça n'a pas été simple parce qu'il faut être convaincu de ce qu'on fait et surtout aller jusqu'au bout. Le regard des autres, ça c'était vraiment c'était important. Hein. Le regard de sa famille, parce que quand vous n'avez pas forcément dans votre famille des entrepreneurs, c'est d'abord première couronne, entre guillemets, regard de votre famille, après regard de vos amis, après regard des relations un peu plus éloignées. On dit qu'on ne vit pas au travers du regard des autres, mais quand même indirectement, on se mesure des fois par rapport à ce que vous renvoient d'autres personnes. Alors aujourd'hui, vous faites du bio. Oui. Le bio parce que vous êtes convaincu, parce que vous êtes un locavore. Qui sont vos clients? Et après, on parlera également, bien sûr, de vos fournisseurs qui sont essentiellement dans la région sud. Tout à fait. Alors, justement, par rapport aux produits bio, je tiens à apporter une précision. Donc, on vend pas uniquement des produits bio, on vend des produits bio et des produits sous signe officiel de qualité. Donc, AOP, AOC, IGB, IGP et label rouge. Tous ces labels, là, les consommateurs, juste entre parenthèses, n'ont pas un petit peu de mal à s'y retrouver avec tous ces labels? Alors, je dirais que les labels les plus connus sont effectivement le label bio et le label rouge, qui sont les plus connus. Donc les appellations d'origine protégée ou AOP ou IGP, et vous avez aussi les AOC. Bon, ça c'est quand même relativement connu. Oui, tout à fait. Voilà. Donc à aujourd'hui, le consommateur arrive bien à comprendre. Alors ce que je voulais faire au début, je voulais créer uniquement une gamme de produits bio et du Sud-Ouest. Sauf que par rapport à la clientèle que j'ai, il n'y a pas que des produits bruts, il y a des produits manufacturés. Et dans le Sud-Ouest, on a une carence par rapport aux transformations de produits. C'est-à-dire qu'on est l'une des régions de France qui produit le plus de bio. Par contre, on est l'une des régions les moins bien loties en termes d'unités de transformation. Un laboratoire, c'est ça, de transformation? Or, laboratoire ou usine, clairement usine. Puisqu'ensuite, nos clients peuvent être majoritairement des cuisines, qu'ils soient cuisine collective, cuisine commerciale ou restauration rapide. Ces clients vont avoir à remanufacturer le produit, mais est-ce qu'ils ont en interne dans leur cuisine suffisamment de ressources et donc de personnes pour aller cuisiner les produits? Dans certains cas, c'est le cas. Dans d'autres cas, ça l'est moins. D'accord. Donc, à ce niveau-là, ça pêche un petit peu. Ça pêche un petit peu, sachant aussi que l'effet 35 heures a fait que, clairement, avec les mêmes personnes, mais moins de temps, notamment si on parle des légumeries, donc des unités de transformation de légumes, aujourd'hui, toutes les cuisines ne sont pas dotées de légumerie, qui est ce qu'on appelle l'endroit sale dans une cuisine, dans lequel on va travailler le produit brut. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des cuisines dans lesquelles cet endroit-là, pour des raisons de place ou pour des raisons de temps, n'existe pas ou n'existe plus. Et de ce fait, il faut pouvoir leur proposer des produits semi-manufacturés qui vont être des produits, par exemple, sous vide, qui vont pouvoir ensuite assembler parce qu'ils n'auront pas soit le temps, soit les ressources, soit la place pour pouvoir transformer ces produits. D'accord. Quels sont aujourd'hui vos fournisseurs, Serge ? Alors mes fournisseurs sont les plus locaux possibles, c'est-à-dire que vraiment j'attache une grande importance à la distance, donc on a une notion de responsabilité
une fois de plus sociétale et environnementale de l'entreprise, la RSE, ce qui n'est pas un vain mot, pour trouver, on va dire, le plus en proximité possible des personnes qui travaillent autour, on va dire, de chartes de qualité, parce que nous avons notre propre charte de sélection qui, au départ, était une charte bio, mais que nous avons étendue à d'autres signes officiels de qualité. C'est-à-dire que nous attachons une grande importance qui va réunir le produit bio ou le produit non bio sous signe officiel de qualité. C'est justement cet aspect de qualité. Nous n'allons pas opposer des produits bio à des produits locaux sous d'autres signes officiels. Nous allons plutôt les réunir sous un aspect de qualité. Il y a des limites que vous vous fixez, des contraintes que vous imposez, mis à part celle-ci? Alors, les contraintes que nous imposons, c'est d'abord effectivement de goûter tous les produits aujourd'hui. Il est important qu'ensuite ils soient adaptés soit à des goûts d'enfants, soit à des goûts d'adultes. Et ensuite de regarder quelle est l'éthique de nos fournisseurs, c'est-à-dire de regarder, d'aller un peu plus loin pour regarder d'où viennent les ingrédients. Parce qu'au début, j'étais assez puriste, je voulais uniquement des produits bio du sud-ouest avec uniquement des ingrédients venant du sud-ouest. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus un produit est élaboré, moins on peut garantir toute l'année des ingrédients venant d'une même région. Donc, ce qui veut dire que, à part les AOC, les AOP, les IGP, vous êtes sur un territoire donné avec une provenance des ingrédients de ce territoire, je dirais qu'aujourd'hui en bio, vous pouvez très bien avoir une transformation de produits qui se fait avec des ingrédients qui ne viennent pas forcément de la région. Alors, juste une chose sur le bio. Quand on dit bio, on pense tout de suite haut de gamme. Est-ce qu'on pense aussi prix élevé, où vous avez pu justement arriver à mixer un petit peu les deux entre les appellations et le bio et à sortir au final un produit concurrentiel sur le marché? Alors, il faut savoir qu'il y a une quinzaine d'années, quand j'ai démarré, je proposais l'ensemble des ingrédients pour confectionner des repas bio aux alentours de 5-6 euros. L'ensemble des ingrédients pour faire un repas bio en restauration collective. Ces derniers temps, nous commençons, pour vous donner un ordre d'idée, l'ensemble de nos propositions repas, je dis il y a encore ingrédients pour confectionner les repas, aux alentours des 1,50 €. Ah oui. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la production s'est intensifiée, la production locale s'est intensifiée, et fait qu'aujourd'hui, on arrive à être assez compétitif, ce qui permet de faire en sorte que ça ne soit plus un produit qui soit réservé uniquement à un petit nombre ou qu'il y ait une barrière sociale ou de moyens qui fasse que on ne puisse l'acheter que si on a les moyens. À aujourd'hui, on peut tout à fait acheter des produits bio qui ont des prix très comparables à des produits conventionnels. Serge Attia, merci. Vous restez avec nous dans Le Goût d'entreprendre. On se retrouve dans un instant.